Parfait, donc, Rosanne. Oui. Kichimigwech, pour ta prise de parole, vraiment. C'est toujours un plaisir d'entendre Rosanne et toujours un stress de parler après elle. Donc, mon nom c'est Mathieu Lavigne, je suis directeur de l'émission chez nous depuis bientôt 4 ans. Et je suis vraiment honoré d'être là ce soir parce que, comme je le disais à certaines personnes, tout a commencé au Centre culturel chrétien de Montréal il y a, je ne suis pas très doué en date, là, parce que c'est un peu bête pour quelqu'un qui est formé en histoire, mais donc ça doit faire un bon, je sais pas, 15 ans, je pense que je travaillais pour le Centre culturel chrétien de Montréal. Tout a commencé ici. Donc c'est vraiment un plaisir de prendre la parole dans l'église ici devant vous. Alors, mon intervention, elle va se structurer, donc j'espère qu'elle va être structurée en 5 points. Donc, le premier point, ça va être, je vais mettre ça ici, je sens que le glisse. Donc, premier point, c'est quoi la mission chez nous? Donc, premier point. Deuxième point, ça va être, quel a été l'impact de la visite papale de juillet 2022 dans les communautés autochtones? Troisième point, qu'en est-il de la réconciliation? Et j'ajoute des guillemets à la notion de réconciliation. Quatrième point, quel avenir pour la présence pastorale en milieu autochtone? Et dernier point, celui qui me stresse le plus, un témoignage, donc une parole au jeu. Qu'est-ce que m'ont apporté mes rencontres en milieu autochtone? Donc, je me lance par la partie la plus facile. Qu'est-ce que Mission chez nous? Alors, Mission chez nous a été fondée en 1993 par les évêques catholiques du Québec. Donc, je dirais que Mission chez nous a une mission en 2 volets. Premier volet, Mission chez nous soutient la présence pastorale en milieu autochtone. Ça veut dire quoi? Ben, chaque année, on va lever des fonds et on va redistribuer ces sommes dans les diocèses qui, eux, ont sous leur responsabilité des communautés chrétiennes en milieu autochtone. En ce moment, on soutient 22 communautés chrétiennes en milieu autochtone sous la responsabilité de 9 diocèses. Ça va de Kuujjuaq à Pakwashipi, à Timiskaming First Nation, à Kahnawake. Donc, c'est vraiment partout sur le territoire du Québec. Alors, ça va permettre de, par exemple, payer les honoraires des intervenants pastoraux qui sont sur le terrain, ça va permettre de réparer des églises, ça va permettre de payer la formation pour des intervenants pastoraux. Donc, c'est très concret, c'est une aide très concrète. Deuxième volet de notre mission, c'est de sensibiliser les réseaux chrétiens aux grandes réalités qui touchent les premiers peuples. On le fait de différentes manières, je vais en nommer 2 ou 3, mais entre autres, on a une émission de radio qui s'appelle Confluent. Donc, on est rendu à 92 épisodes, donc sur 3 saisons. La 3e se complète sous peu. Donc, c'est une émission de radio qui vraiment donne la parole aux membres des premiers peuples en priorité. Idéalement, on va sur le terrain les rencontrer et capter leurs témoignages. Deuxième élément, on a un bulletin qui s'appelle aussi Confluent. Quand on a un bon titre, on l'utilise souvent. Donc, le bulletin Confluent, on le publie 2 fois par année. J'en ai apporté plusieurs copies, n'hésitez pas à en prendre. Donc, c'est un bulletin qui va permettre, en fait, de donner des nouvelles de ce qui se passe sur le terrain. On produit aussi des aménagements liturgiques. Donc, on va, pour certaines grandes dates, par exemple, le 21 juin, Journée nationale des premiers peuples, le 30 septembre, Journée nationale de vérité et de réconciliation, 12 décembre, moins connu, Journée nationale de prière en solidarité avec les premiers peuples. On va produire des aménagements liturgiques. Ça va permettre aux communautés chrétiennes, particulièrement non autochtones, d'intégrer la thématique ou des thématiques autochtones dans leur célébration. Ensuite de ça, on participe à des soirées comme ce soir. On va aussi, entre autres, participer à des colloques, des webinaires ou organiser des événements. Donc, c'est un peu ce qu'on fait pour la dimension sensibilisation. Je dirais que depuis 2 ans environ,
on développe aussi un autre volet qui est le soutien aux intervenants qui sont sur le terrain. Les intervenants pastoraux qui sont sur le terrain en milieu autochtone, parfois, peuvent vivre un certain isolement. Par exemple, des intervenants pastoraux qui sont, disons, à Coudjouac, à Aquashipi, dans des communautés isolées, parfois il peut y avoir un certain sentiment de solitude. Et parfois, les réalités sociales dans ces communautés-là sont difficiles. Donc, on va réunir ces intervenants pastoraux-là grâce à la magie du web. On va franchir les distances et on va réunir virtuellement les intervenants pastoraux dans des cercles de parole pour qu'ils puissent partager leurs bons coups, leurs défis, leurs craintes et ainsi se soutenir mutuellement. C'est vraiment un cercle de soutien par les pairs. Donc voilà un peu l'action et ce qu'est la mission chez nous. Et là, il y a un membre du CA dans la salle, donc j'espère que j'ai quand même bien parlé de mission chez nous. Donc maintenant, deuxième point, et là je vais prendre une gorgée d'eau parce qu'il est sensible celui-là. La visite papale de juillet 2022. Quel a été l'impact de la visite papale? Je dis que c'est sensible parce que je dirais que l'accueil a été différent, dépendant de chaque communauté, dépendant de l'histoire de chacune des communautés, dépendant aussi des lieux où on se trouve. Si je généralise, je dirais que la visite papale a eu un impact apaisant chez les aînés autochtones qui ont fréquenté les pensionnats. Je dirais que oui, pour ces personnes-là, ça a pu avoir un effet apaisant. Évidemment, je généralise à grands traits. Chaque histoire personnelle est différente. Mais l'impact chez les personnes qui ont été dans les pensionnats autochtones a pu être davantage marqué. Je dirais que les aînés autochtones, ce qui les a touchés dans cette visite-là, c'est pas les discours. La plupart du temps, en fait, pour avoir été sur place, on ne comprenait pas vraiment ce qui se disait, même quand on maîtrisait, disons, le français ou l'anglais, mais souvent les projections, elles étaient dans un français traduit un peu de manière Google Traduction, et les personnes aînées autochtones, souvent, elles maîtrisent le français comme ça. Là. Donc, de lire à l'écran, on oublie ça. C'est pas ça qui les a touchés. Là. Ce qui les a touchés, par contre, c'est le langage corporel. C'est la présence du pape. C'est le fait que ce soit déplacé. C'est ça qui les a marqués. Et parfois, on entendait, OK, il y a eu des excuses qui ont été faites à Rome, vous vous rappelez, il y a eu des délégations autochtones qui ont été rencontrées à table, et les premières excuses qui ont été faites à ce moment-là. Et on se demandait, OK, est-ce qu'il doit vraiment se déplacer pour réitérer ces excuses-là? La réponse est oui, tout à fait, parce que l'importance de la relation, de la présence en milieu autochtone, justifiait justement ce déplacement-là. Donc, la qualité de présence que le pape a eue à ce moment-là, par les regards, par les sourires, par ces nombreuses rencontres effectuées, c'est ça qui a marqué les gens. Si on regarde les générations plus jeunes du côté autochtone, je dirais que la réponse a été plus que mitigée. Pour des générations plus jeunes, disons, dans le meilleur des cas, ça va être une forme d'indifférence face à la visite papale, et sinon parfois de la colère. Parce que les blessures et le chemin de guérison des plus jeunes générations est quand même moins avancé. Donc, cette visite-là a pu amener une réaction vive et même parfois ouvrir des blessures chez les plus jeunes. Donc ça, il faut être conscient de ça, évidemment. C'est souvent, par exemple, Wilton Littlechild, qui était un des commissaires de la Commission de vérité et réconciliation, disait, en observant lui-même cette espèce de réception en deux temps de la visite papale, il disait que c'était normal. Je suis d'accord avec lui, comment ne pas être d'accord avec lui d'ailleurs? C'est un grand homme d'une grande sagesse. C'est lui qui a remis au pape la coiffe, si vous avez suivi un peu donc la visite papale.
Il observait cette réception en 2 temps et il la trouvait normale et il disait les jeunes vont faire leur chemin de guérison à leur vitesse et en fonction de leurs propres besoins, qui sont différents évidemment sur les aînés. Où je trouve que la visite papale a eu un impact majeur, c'est du côté des non-autochtones. Ça a été un moment d'éducation, de sensibilisation énorme. Moi, à Mission chez nous, je l'ai vu vraiment du jour au lendemain, le nombre d'appels s'est multiplié, les gens voulaient recevoir des formations, s'intéresser à ces questions-là. Le traitement médiatique de la visite papale, hein, vous savez, c'est tombé dans un temps mort médiatiquement, c'est tombé en fin juillet, et là, tous les postes en parlaient, c'était mur à mur. On a découvert des voix autochtones sur le plan médiatique dans cette semaine-là. Ça, je trouve que c'est un gain majeur du côté pour la visite papale, c'est celui-là. Il y a des gens qui ont vécu littéralement une conversion pendant ces journées-là. Moi, personnellement, si j'ajoute un petit élément témoignage, mon moment fort de la visite, c'est quand je suis allé sur place. Je suis allé pour le passage à Québec. Mon moment fort, c'est sur les plaines d'Abraham. La Pape-Mobile est passée. Tout le monde était évidemment très, très touché par le passage du pape. Il y a des gens qui courent un peu partout. Mais un coup que la Pape-Mobile est passée, à peu près tous les allochtones, tous les non-autochtones sont partis. Il ne restait que les autochtones sur les plaines, presque. Et il y avait des spectacles. Il y avait des groupes de musique qui jouaient. Matten, Florent Volant, il y a eu plusieurs groupes qui sont passés. Et là, le party est poigné. Là, moi, je suis resté, surtout, il y avait des groupes que j'aimais bien, et tout, mais là, de voir des autochtones être sur les plaines d'Abraham, chanter en minou, chanter en atikamekw, pour moi, c'était une image puissante, comme wow, ces cultures-là ont survécu. Et je trouvais qu'ils avaient tellement compris. Eux, ils chantaient, ils dansaient, ils se voyaient, ils étaient contents de passer du temps ensemble. Il y avait Black Bear qui jouait du drum sur les plaines d'Abraham. Pour moi, ça a été un moment magique. Ça a été une prise de conscience du dynamisme de ces cultures-là aujourd'hui. Et si je retiens un autre élément de la visite papale, le pape lui-même nous invitait, en fait, à poursuivre le travail. C'est ça, un des messages que le pape François nous a laissé, c'est OK, poursuivons le travail. La visite papale ne venait pas rien terminer. C'est le début, vraiment, de ce marché ensemble auquel nous invite le pape François encore aujourd'hui. Qu'en est-il de la réconciliation? Autre sujet simple. Je dirais que le mot réconciliation, déjà, ne fait pas l'unanimité en milieu autochtone. Certains autochtones m'ont dit comment retisser un lien d'égal à égal alors qu'il n'a jamais existé. C'est une bonne question. Comment renouer quelque chose qui n'a jamais été là? Je parle du point de vue autochtone ici, ou de personnes autochtones, c'est ce qu'ils me disaient. Il faut être conscient que cette perception-là, en milieu autochtone, elle est présente. Ils vont préférer parler de guérison, de chemin de guérison. Une des critiques qui est faite à la notion de réconciliation, entre autres, c'est qu'elle ressemble. C'est comme si on voyait la réconciliation. Vous savez, peut-être comme moi, là, on se fait des listes d'épicerie, puis on coche des éléments, puis quand on a fini l'épicerie. Ben, des fois, la réconciliation, elle est presque présentée comme ça. Comme si c'était une liste de choses à faire, puis quand on va avoir tout coché des éléments, on va y être arrivé. Ben non, la réconciliation, c'est un processus, c'est un chemin. Il n'y aura pas de point d'arrivée. On ne peut pas dire, OK, quand est-ce qu'on va y être arrivé? Est-ce qu'il y a une date? Ben non. C'est un processus. Ça ne sera jamais complété. Ça ne sera jamais complété. Et il faut, nous, allochtones ou autochtones, se mettre dans une posture où on tend la main, puis on accepte que ça se peut qu'elle reste tendue. Ça se peut que quelqu'un la prenne. Ça se peut que non. Mais il faut quand même toujours garder cette main tendue. Est-ce qu'on doit avoir honte d'un certain passé? Souvent, on se pose cette question-là. Il y a une personne autochtone qui m'avait dit la honte, c'est pas un sentiment qui nous invite à passer à l'action.
il n'y a pas une personne autochtone qui nous disait vous devriez avoir honte. Non. Ce qu'il nous invite à faire, c'est de prendre nos responsabilités. C'est différent. Donc, de prendre nos responsabilités, c'est quoi? Mais c'est évidemment de connaître notre histoire et de reconnaître les éléments les moins glorieux et s'assurer que ça ne se reproduise plus. Donc la responsabilité, c'est de ne pas prétendre ne pas savoir. Donc, souvent, il y a Claudette Commanda, qui est la première chancelière autochtone de l'Université d'Ottawa, qui disait, moi, le mot réconciliation, je ne l'aime pas, ce que j'aime, c'est le mot réconciliation. Je trouve que le jeu de mots est habile, puis ça nous invite justement à l'action. Quel avenir pour la présence pastorale en milieu autochtone? Je dirais que cet avenir-là de la présence pastorale en milieu autochtone, il doit être une co-création. Donc, il faut vraiment que les conditions soient réunies pour que les Inuits puissent faire Église à la manière Inuit, les Atikamekw puissent faire Église à la manière Atikamekw. Et là, je pourrais décliner les 11 Premières Nations du Québec comme ça. Donc, cet avenir-là, ça doit être une co-création. Les intervenants sur le terrain, les intervenants pastoraux, ils ont une conception de la mission, de la présence qui cadre avec cette idée de co-création. Les intervenants pastoraux avec qui je suis en contact marchent avec les premiers peuples, sont dans une posture d'humilité, d'apprentissage mutuel, d'écoute, de décentrement, de gratuité. C'est ça qu'ils font. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que des fois, ils servent de balanceur. Il faut se le dire. Mais ils restent là. Ils sont sur le terrain. Et ils disent, je pense spontanément à la sœur Renelle Lassalle qui a été une dizaine d'années à Lac-Simon et à Kétisaki quand il était en Anishinaabe. Puis elle dit que ce sont les Anishinaabe qui l'ont humanisé. Je veux dire, ça donne le goût d'y aller. Donc, donc ça montre pourquoi aussi ces gens-là restent en milieu autochtone, c'est qu'ils apprennent énormément et ils vivent des transformations intérieures énormes. Et là, j'ai perdu la notion du temps, ce qui m'arrive souvent. OK, on va y aller avec le dernier point. Qu'est-ce que m'ont apporté mes rencontres en milieu autochtone? Premier élément, passer de la tête au cœur. Plusieurs personnes ici me connaissent bien, je suis un intello. J'aime ça être dans ma tête. Ça me permet de contrôler tous les paramètres, c'est rassurant, lire un livre, être dans le monde des idées. Je suis bien là-dedans. Et avec le cœur, descendre un peu, là, c'est dur. C'est vraiment dur. Puis en milieu autochtone, il y a une transparence, une authenticité, une chaleur. On est dans le monde de la relation. Et ils m'apprennent à descendre et vraiment à être ici un peu plus, plutôt qu'être juste ici. Et ça, c'est un apprentissage majeur. Donc voilà. C'est le père Ali Nameka, qui a été longtemps en milieu Inuit, qui y va encore souvent, qui est maintenant de retour sur les bancs de l'université, qui nommait exactement la même chose. Il disait, moi, les Inuits m'ont appris à descendre, à passer vraiment de la tête au cœur. Je pense même que c'est lui qui a utilisé cette expression-là la première fois. Et je voulais quand même faire une petite note en bas de page ici et mentionner que c'est à lui, cette expression-là. Autre élément, le rapport au sacré. Mon rapport au sacré a bougé. Depuis que j'ai le privilège d'aller en milieu autochtone. Un élément que je mentionnerais, c'est qu'en milieu autochtone, parler du sacré, du spirituel, c'est pas un tabou. C'est partout. Ça fait partie de la vie, du quotidien. Ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique
il y a un autre rapport au réel. Rosanne, tout à l'heure, tu as évoqué, tu parlais du vent, tu parlais des éléments de la nature ça m'a fait penser à une phrase que Thomson Highway, un écrivain écrit, disait. Ça m'avait frappé parce qu'il disait, ça témoigne de ce rapport, de ce sacré justement qui est partout. Thomson Highway disait, quand le soleil passe au travers de sa vitre et touche sa main, quand le vent fait bouger son corps, pour lui, ce sont un peu comme des caresses des ancêtres qui viennent le voir. Bon, ça prend un écrivain pour dire des choses aussi belles. Donc, Soleil Laumière, une artiste Ilnou de Mastoyac, en entrevue, elle me disait quand je fais des performances théâtrales, je le sens, mes ancêtres sont là. Moi, cartésien qui est dans ma tête, qui est très raison-résonante, ça me bouleverse. Sagui Ottawa, auteur-compositeur, interprète Atikamekw, qui me dit, en parlant d'une de ses chansons, cette chanson-là, c'est mon frère qui m'a demandé de l'écrire. Je dis, ah oui, ton frère? Il dit, oui, mon frère est mort depuis 10 ans. OK. Son frère l'a visité en rêve. Donc, c'est une autre vision du réel. Et je trouve ça me déplace intérieurement. Évidemment, ce rapport au sacré, ça touche aussi le rapport au territoire, parce que le territoire est lieu du sacré. Les personnes autochtones ont une conception du territoire qui est relationnelle. C'est pas un lieu, c'est pas un rapport extractiviste au territoire. Le territoire est un lieu de relation, c'est pas un lieu de développement. Et ça ne veut pas dire que les communautés autochtones sont contre le développement économique. C'est pas vrai. C'est juste qu'ils veulent le faire de manière à respecter ce territoire-là, puisqu'il fait partie d'eux. Il fait partie de leur vie, de leur famille, de leur vécu. Donc, il faut développer avec respect. Sur un plan, dernier élément, ça change aussi mon rapport à l'histoire, à notre histoire collective, oui, mais à mon histoire, je dirais familiale aussi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, entre autres, sur mon... Vous savez, moi je viens de la région de Mirabel. Je viens par ma mère, elle est d'une famille qui est expropriée pour l'aéroport de Mirabel. Et c'est comme un élément de notre histoire familiale. Mais quand même, assez jeune, je sentais un sentiment d'injustice face à ce qui s'est passé à sa famille, à ma famille, je devrais dire, à la famille de mon parrain, des pertes de territoire, des maisons brûlées, en raison d'une décision gouvernementale. Donc je portais cette histoire-là, mais là, plus j'entendais des histoires du côté autochtone, plus je me disais, mais comment ça se fait que dans mon coin de pays à Mirabel, quand il y a eu la crise d'Oka, qui Oka étant tout près de Mirabel, comment ça se fait qu'on n'a pas eu une espèce d'élan de solidarité? Évidemment, il y a eu des gens très solidaires, je généralise encore une fois, mais je dirais que la part du lion, puis moi, mes souvenirs de gamin de 8 ans, on n'était pas dans la solidarité. Comment ça se fait qu'on n'a pas compris qu'il y a des liens, il y a des recoupements, il y a perte de territoire, raison de décision gouvernementale, de présence, bref. Donc ça m'a ramené, fait revisiter ce temps d'histoire familiale. Puis évidemment, ça me pose la question de la transmission. J'ai 2 garçons, un 6 ans, un 9 ans. Ben, c'est sûr que ça m'amène à réfléchir à comment moi je vais transmettre notre histoire collective, notre histoire commune, notre histoire familiale. C'est sûr que ça m'amène à ressentir beaucoup d'inconfort. C'est quand on rentre dans un processus comme ça de réflexion, intérieurement, ça nous chicote, ça nous amène à... C'est comme si on est sous le sol mouvant pendant un moment. Je pense que ce que je vis individuellement, il y a beaucoup de gens qui le vivent, je pense que collectivement, on est peut-être un peu appelés à vivre ça, à apprendre à vivre avec ce sentiment-là d'inconfort, quelque chose qui bouge, quelque chose qui va être différent.
puis d'accepter ce mouvement-là, puis de ne pas paniquer. C'est normal. C'est normal. Il faut juste accepter ça, cet inconfort-là, puis accepter de plonger, de réfléchir, puis surtout de continuer d'écouter les histoires de vie des personnes autochtones, d'écouter leur vision de l'histoire, puis ultimement, faire autre ensemble. Donc, voilà, merci beaucoup.